On passe d'une start-up qui était financée, signée, qui allait recevoir 4 millions d'euros sur son compte en banque, à une société qui est en trésorerie négatif, qui paye les salaires de ses collaborateurs sur les fonds personnels des associés et qui n'est plus capable de payer ses fournisseurs. Donc là, c'est la panique. À ce moment-là, je vais au bureau tous les matins et je pleure. Et je sèche mes larmes avant d'arriver au bureau. En 2 semaines, ça a été super compliqué. Parce qu'on se rend compte qu'on peut tout perdre du jour au lendemain et on a l'impression que c'est injuste. Je m'appelle Thibaut Martin, j'ai 31 ans, first entrepreneur. J'ai créé la boîte qui s'appelle Smart Renting en 2015 avec 3 amis à la sortie de nos études. Smart Renting, c'était la première agence spécialisée dans la sous-location qui permettait aux locataires et aux propriétaires de pouvoir partir réaliser leurs projets à l'étranger, stage, Erasmus, road trip, sans devoir quitter leur logement ou avoir un crédit à vide. Et nous, on leur proposait de gérer leur appartement pendant leur absence, en leur payant leur crédit ou leur loyer pour qu'ils puissent revenir ensuite à la fin de leur voyage dans leur logement sans avoir à le quitter ou en retrouver un autre à leur retour. À ce moment-là, je suis locataire parisien et je deviens locataire à Brighton. Et donc, j'ai 2 appartements sur le dos. Mon appartement à Paris où je réalise mes études en master à Descartes et mon appartement à Brighton où je pars 3 mois pour améliorer mon anglais. Et là, je quitte Paris et je me rends compte qu'il n'y a pas de solution pour gérer mon appartement parce que je suis locataire et pas propriétaire et parce que je pars 3 mois et pas toute l'année. Et donc, je demande à toutes les agences de quartier si quelqu'un veut bien gérer mon appartement. Et personne ne me dit oui. Donc, je me renseigne sur Internet et je vois que Airbnb explose à Paris. Et donc, je me rends compte que pour sous-louer un appartement, il faut l'autorisation de sa propriétaire. Et donc, je contacte ma propriétaire, je lui propose un café et je la convainc de m'autoriser à sous-louer l'appartement pendant l'été. Et donc, je trouve quelqu'un pour faire le ménage et les accueils. Je donne des doubles des clés à ma voisine, à ma copine de l'époque, à mes parents, ma famille, et je pars avec mon sac à dos et mon couteau à Brighton en espérant que tout se passe bien. Et donc là, il gère mon appartement sur Airbnb, les réservations, etc. Et je me rends compte que c'est un enfer. Parce que je suis à Brighton et on m'appelle, il n'y a plus de Wi-Fi, on a claqué la porte, la clé est sur la serrure, les toilettes sont bouchées. Et moi, je suis appelé tous les jours pendant mes cours d'anglais et je me rends compte que j'arrive pas à me focus sur mon expérience qui est là-bas alors que j'ai mon appartement en gestion à Paris. Et quand je rentre, je me rends compte qu'il y a des milliers d'étudiants et jeunes actifs qui ont la même problématique que moi chaque année et qu'il y a une solution à mettre en place pour les aider à réaliser sereinement leur projet de mobilité. Et c'est là que je commence à gratter de mon côté ce projet. Et j'ai la chance en Master 1 que notre directrice de Master nous propose de soit faire un stage de 2 mois pour un projet de création d'entreprise. Et donc, je choisis bien évidemment le projet de création d'entreprise. Et à ce moment-là, je gratte une centaine de pages sur le business model, le business plan. Et je suis très fier, j'ai une super note. Et à la fin de mon Master 2, je laisse un peu le dossier sous l'étagère. Voilà, je continue mes études tranquillement. Je postule au concours Pépites Créa Jeunes en Île-de-France. Et là, quand je remplis le dossier, je me rends compte qu'il faut être 2. Mais moi, je suis tout seul dans cette aventure. Et donc là, je me dis, il y a une évidence. Il y a Romain, un de mes meilleurs amis, qui a toujours voulu entreprendre. Et je le contacte et je lui dis, est-ce que ça t'intéresse de faire ce concours avec moi ? Ça t'engage à rien, j'ai déjà gratté le dossier, on s'entraîne un petit peu pour pitcher si on est pris et advienne que pourra. Et donc on envoie le dossier et on est reçu, première étape, question, deuxième étape, présentation. Et là, on reçoit un mail et on est finaliste. Donc on est super heureux, on se dit waouh, incroyable, le projet prend. Et à ce moment-là, c'est sponsorisé par la BBCE, par le vice-président. Donc on est accueilli dans un grand amphithéâtre pour la remise des prix. Et là, on est un peu stressé, on se dit on va être classé combien, est-ce qu'on va être primé? Et là, il y a un petit gag, c'est qu'on est dans la salle à ce moment-là, et la personne qui active le rétroprojecteur passe sans faire exprès la totalité des slides du PowerPoint. Et là, on se voit pas. Donc on se dit, c'est bon, on est déstressé. Finalement, on était stressé de monter sur le pupitre. On n'était pas stressé de gagner ou de ne pas gagner à cette époque. Et donc on dit, ouf, dommage, c'est pas grave. Et finalement, on est appelé. Et on est primé. Et donc on s'y attendait pas du tout. Donc l'émotion était encore plus multipliée parce que ça fait finalement comme un ascenseur émotionnel. On pensait ne pas y aller et finalement on y va.
Voilà, on bégaye quand on récupère notre prix, on est super heureux. Et après, derrière, avec Romain, on passe une soirée formidable. Je me souviendrai toujours de ce moment. On est sur les marches du Trocadéro et on passe notre soirée de 21h à 2h du matin à refaire le monde devant des musiciens qui jouent à la guitare et en buvant quelques verres. Et je me souviens, je sais pas, peut-être vers minuit ou 1h du matin, on se regarde et on se dit, bah vas-y, on y va. Et là, on se dit rapidement, toi, t'as un profil marketing, moi plutôt finance. On est tous les deux, à ce moment-là, pas des vendeurs dans l'âme. Et Romain pense tout de suite à Théo, un ami avec qui il joue au basket. On décide de faire plusieurs déj tous les trois. Et là, on y va. On y va à trois. Et c'est le début de l'aventure à trois, de l'immatriculation de la société. Et c'est parti. C'est vraiment parti. On part de l'idéation pour en faire un projet, un business avec des clients, avec une activité. Et le tout commence fin septembre 2015. On commence à avoir quelques appartements d'amis d'amis. Le projet fonctionne bien. On se rend compte que le besoin est réel, que nos premiers clients sont satisfaits. Mais à ce moment-là, on veut accélérer, on veut plus d'appartements. Et là, on a la chance d'obtenir un reportage sur Télématin par William Lémerger. Et là, c'est l'explosion. On passe le matin sans être même prévenu. Et là, c'est saturation du site. On reçoit des dizaines et des dizaines d'appels sur le téléphone fixe. La ligne saute. C'est l'effervescence. Et là, on se rend compte que quand on arrive à communiquer sur notre idée, elle plaît. Et elle plaît en masse. Et je pense que ça a été un déclic dans notre tête à tous les trois pour se dire qu'il y avait quelque chose de grand à faire avec ce projet. Donc on finit cette première année avec 300 000 euros de GMV, ce qui est déjà... nous, on était très fiers de ces chiffres. Tous les trois, avec quelques stagiaires, à réussir à gérer une cinquantaine d'appartements et à répondre à un vrai besoin, surtout après l'expérience de Télématin. Et là, 2017, on décide d'accélérer. On commence à se prendre au jeu, on recrute les premières personnes, on commence à se dire qu'on a besoin d'être accompagné pour cette croissance. Donc on réussit à rentrer dans l'incubateur de Paris & Co, dans la spécialisation tourisme, le Welcome City Lab. Et c'est en rencontrant d'autres entreprises à ce moment-là, d'autres startups, d'autres gens ambitieux, où on s'est dit, mais nous, on a une pépite entre les doigts, on doit la faire exploser. On se rend compte qu'on peut aller plus vite, plus loin, que notre projet répond à un vrai besoin et qu'on a l'énergie et l'ambition pour le faire. Et donc on décide d'amorcer notre première levée de fonds. Et donc on fait le tour des réseaux des BA parisiens. Et on se rend compte que ça prend bien. Dès qu'on pitch, il y a un retour positif, les gens comprennent le projet, comprennent le besoin. Et rapidement, on se retrouve à avoir plus de 500 000 euros récoltés sur le tour. Et là, la levée de fonds se fait assez naturellement, en l'espace de 4 mois, ce qui est une levée de fonds assez rapide, surtout à l'époque. Et là, on change de dimension. On a un board avec des BA professionnels autour de nous et on commence à structurer financièrement l'entreprise, les ambitions avec des milestones très précis, avec l'ambition de faire x3, x4 en termes de chiffre d'affaires dans les années à venir. Et c'est ce qui va se réaliser. Cette période-là, c'est l'euphorie. On passe d'une entreprise où on était tous les trois à faire les ménages, les accueils, à gérer le téléphone d'astreinte le week-end, le soir, avec des auto-entrepreneurs, des stagiaires qui nous accompagnent. Et là, enfin, on a une structure, c'est une vraie boîte. On a des collaborateurs, on a des partenariats, on a des process, on a des objectifs au mois le mois. C'est bon, l'aventure est vraiment lancée. On est fin 2018 et là, on décide d'entamer cette deuxième levée de fonds de plusieurs millions d'euros pour viser l'international. On se fait accompagner par un leveur de fonds
très réputé sur la place. Et là, on se rend compte que c'est pas du tout la même histoire que la première fois. La qualité des pitch decks, des chiffres, la projection, les attendus auprès des VC. Et c'est une vraie une aventure avec le lever, une aventure avec Romain et Théo. Donc il y a un gros moment de préparation. Et une fois que cette phase d'entraînement est bien posée et qu'on est bien rodé, on décide de vraiment lancer la levée début mars avec une espérance de clôturer avant ou après l'été. Et là, on rencontre beaucoup de fonds, il y a un énorme intérêt, tout se passe bien, au point que on signe une term sheet avec un fonds qui prend tout le tour, 4 millions d'euros. Et là, avec Romain et Théo, on se dit trop bien, c'est fait. En plus, on a un VC, du coup, on va être accompagné par une personne. Du coup, plus de facilité dans la gestion des actionnaires, du pacte d'associés, des négociations. Je me souviens qu'on allait fêter ça avec eux dans un bar. Et voilà, on était à 1 semaine ou 2 semaines de la signature. Et quelques jours plus tard, plus de nouvelles. Et là, c'est la panique. Donc on est ghosté, on n'a plus de nouvelles. La date de signature est décalée. Notre lever nous dit que faut peut-être revenir vers eux avec une valeur plus basse. On perd pied, on ne sait pas ce qui se passe, on maîtrise plus le tempo. Et quand on se rend compte qu'ils ne reviendront pas vers nous et qu'ils ne nous donnent pas de nouvelles, ben on doit changer de braquet. On doit reprendre tout de zéro. À ce moment-là, la trésorerie est tendue parce qu'on a mis Smart Renting sur un train inarrêtable de la croissance et avec l'espérance de signer avant l'été. En termes de trésorerie, on est short. On est très très short. Au point qu'on est obligé d'avancer les salaires des collaborateurs sur nos fonds personnels et que la banque nous coupe tous les virements et les valide un à un en visio tous les matins avec nous. Donc c'est très très compliqué. Les fournisseurs nous appellent, ils sont pas payés. Et là, on passe d'une start-up qui était financée, signée, qui allait recevoir 4 millions d'euros sur son compte en banque, à une société qui est en trésorerie négative, qui paye les salaires de ses collaborateurs sur les fonds personnels des associés et qui n'est plus capable de payer ses fournisseurs. Donc là, c'est la panique. Franchement, c'est un moment très difficile pour tous les trois. À ce moment-là, je me souviens, je marche, je vais au bureau tous les matins et je pleure. Et je sèche mes larmes avant d'arriver au bureau. Pendant 2 semaines, ça a été super, super compliqué. Parce qu'on se rend compte qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Et on a l'impression que c'est injuste. C'est injuste parce que c'était pas écrit comme ça, parce que ça devait pas se passer comme ça, et parce que on avait l'impression de pas mériter ça. Surtout qu'on n'avait pas vraiment d'explication. Et au bout d'un moment, on peut pas se laisser sombrer, donc on réagit. Et à ce moment-là, ça a été super compliqué, mais je décide de rappeler les fonds avec lesquels on n'a pas fait le tour, et de leur expliquer la situation, et de leur dire, bah voilà, on a envie de faire ce tour. On a décidé de choisir un autre fonds que vous, à la première fois, mais on a eu des échanges de qualité. Est-ce que vous êtes prêts à réouvrir le dossier? Et on a réussi à rembarquer 3 fonds avec nous pendant l'été. Et finalement, on signe le deal début septembre, avec 3 fonds qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Après cette levée, c'est une bouffée d'air après l'été qu'on vient de passer. On passe d'un board avec des BA professionnels à des VC professionnels. Et ce qui est marrant, c'est que les BA, pendant ce tour de VC, nous ont toujours dit, vous allez voir, les VC sont difficiles à gérer, c'est des requins, etc., etc. Et à ce moment-là, on se rend compte que finalement, le board avec les VC se passe bien, qu'il y a un professionnalisme qui est appréciable, que les échanges sont structurés, et nous, ça nous aide à avoir l'avenir de manière plus sereine. On profite de cet argent retrouvé, de cette phase où on peut enfin voir l'avenir sereinement. C'est une bouffée d'oxygène à ce moment-là. Et on entrevoit l'international. On commence à faire des études de marché pour implanter Smart Renting à Londres ou à Barcelone ou à Berlin. Nos chiffres sont au rendez-vous. En janvier-février 2020, donc 6 mois après la levée de fonds, on fait x3 year-over-year comparé à l'année dernière. Donc nos chiffres, voilà, on est content, quoi. On arrive à délivrer ce qu'on avait vendu à nos fonds quelques mois précédemment. Et malheureusement, en mars,
il se passe quelque chose que personne n'avait anticipé. Le Covid arrive, on est le 15 mars, et je me souviens, à ce moment-là, presque en rigolant, en janvier, sur une des slides présentées au board, j'avais mis il paraît qu'il y a une petite grippe en Asie, donc je prévois de baisser les chiffres de 5% sur le trimestre, le deuxième trimestre 2020. Et en fait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus qu'une petite grippe. Ça bloque le monde entier. On ferme les frontières, les avions ne décollent plus, on ne peut plus sortir de chez soi. Et là, on se rend compte que le monde s'arrête. Et surtout pour un business comme Smart Renting, où le business model est d'accompagner les gens en mobilité à l'étranger et de les remplir de personnes qui viennent de l'étranger, le business model n'a plus aucun sens à ce moment-là. Et le monde s'arrête. Et on se retrouve avec des centaines et des centaines d'appartements qui sont plus louables et avec des milliers de personnes qui veulent être rapatriées dans leur logement en urgence. Et là, c'est l'hécatombe. On se retrouve avec des milliers d'appartements où le business model de Smart Renting, c'est de garantir des loyers aux locataires, peu importe que leur appartement soit loué ou non. Et donc, on se retrouve avec des millions d'euros qu'on doit reverser à des locataires sur des appartements qu'on ne peut plus louer. Pas parce qu'on ne peut plus louer parce que ils sont en maintenance ou qu'il y a une fuite d'eau ou qu'il y a un problème avec le syndic. Non, on ne peut plus les louer parce que plus personne ne peut venir à Paris ou dans les autres villes de France. Plus personne ne peut circuler dans la rue librement pour des sujets de loisirs. Et donc on se retrouve avec un énorme stock d'appartements où on a pris des garanties auprès de nos locataires et propriétaires pour leur reverser un loyer ou un revenu. Et là, à ce moment-là, on n'est plus capable de faire face à nos obligations, c'est-à-dire de reverser des loyers ou des revenus, peu importe ce qui se passe. Parce que c'est simple, à ce moment-là, en 2 mois, on a déjà perdu 2 millions d'euros, soit la moitié de notre levée de fonds, à reverser des loyers à des personnes qui n'étaient pas dans leur appartement, parce que nos appartements étaient vides. Alors même si on a mis des choses en place à cette époque, c'est-à-dire donner les appartements aux hôpitaux ou au personnel pour qu'ils puissent se loger, on l'a fait de manière gratuite avec l'accord de nos propriétaires et de nos locataires, on se rend compte que finalement, 4 millions, ça fond vite quand tu n'as pas de chiffre d'affaires en face. Parce que on fait 0 de chiffre d'affaires depuis 2 mois, et la situation est catastrophique. Et on décide avec Romain et Théo de faire quelque chose qu'on n'aurait jamais voulu faire depuis le début de la création de Smart Renting, mais on décide d'envoyer un mail et d'appeler tous nos locataires en leur disant qu'on casse les contrats et qu'on n'est plus en capacité de leur payer les loyers, qu'on peut essayer de les mettre en moyenne durée, qu'on peut les mettre en partage de bénéfices, qu'on peut les donner gratuitement aux hôpitaux, mais que nous, on n'est plus capable de payer les loyers garantis parce qu'on n'a pas de chiffre d'affaires en face et qu'on est désolé par rapport à la situation, mais que si on ne prend pas cette décision, dans les 2 mois qui viennent, la boîte, elle est fermée. Et c'est une période extrêmement difficile, cette période entre mars et juillet, parce que finalement, on se retrouve impuissant. Moi, je me souviens à ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible, on était sur une autoroute, tout était ouvert à nous. À ce moment-là, on ne se rend pas compte que quelque chose peut nous arriver. On venait de lever 4 millions d'euros. On faisait une croissance de x3 par an. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on est impuissant. On est impuissant. On se rend compte que finalement, on ne peut pas tout maîtriser. Que l'incertain existe. Et je pense que j'ai toujours été et je le suis toujours dans ce sujet de contrôle, d'anticipation. Et là, c'est la première fois où finalement les business models n'étaient pas réalisés, où l'incertitude planait plus que la certitude et que le doute était omniprésent. Et à ce moment-là, on laisse juste les choses se faire. On attend que le gouvernement nous dise si on peut réouvrir les frontières, si le monde nous offre une accalmie. Et ça arrive lors de l'été 2020, où enfin le Covid est derrière nous. On se dit,
c'est bon, la liberté est retrouvée. Et c'est incroyable, on passe en un mois de 0 de GMV à 1 million de GMV en mois d'août. On se dit c'est bon, c'est reparti. Ouf. Il nous reste encore un peu de trésorerie, on va repartir, on va y arriver, on remet toute l'équipe à travailler à 100% parce que les gens étaient au chômage partiel. Et c'est bon, on va repartir d'attaque, ça va le faire. Et ça recommence. Ça recommence. On est fin septembre et on nous annonce qu'on referme les frontières, qu'on ne peut plus ressortir de chez nous, qu'on ne peut plus prendre l'avion. Et donc, patatras. On est obligé de faire face à la réalité. Cette situation va être en boucle combien de temps? Nous, de relancer la machine pendant l'été, ça nous a coûté énormément d'énergie. Là, il faut faire face à des collaborateurs qui sont dans le doute, dans des fournisseurs qui sont dans le doute. Et on ne peut pas se permettre de laisser notre destin entre les mains du hasard. Et donc, on décide de présenter un plan à nos investisseurs en disant qu'on met la boîte en sommeil juste à temps que cette situation soit derrière nous, parce qu'on n'a pas la trésorerie pour se permettre de faire des coups de yo-yo en termes de relance d'activité. Et donc, on présente un plan dur. On propose de fermer toutes les agences, de nous séparer de la majorité de nos collaborateurs, d'arrêter l'activité, de rendre tous les appartements et d'attendre que l'activité se relance une fois que le Covid sera derrière nous. Un plan qui a été accepté, mais qui a été super dur à mettre en place. À ce moment-là, on doit expliquer aux équipes que, n'ayant pas de visibilité sur l'avenir, on doit prendre cette décision. On met tout le monde au chômage partiel à pratiquement 90%, en attendant que l'avenir soit meilleur. Et ça a été un déchirement de prendre cette décision. On avait mis tant d'années à structurer l'entreprise, à implanter Smart Renting dans des villes, qu'en l'espace de 1 ou 2 mois, on se retrouve à fermer une dizaine d'agences, à dire à des collaborateurs qu'on apprécie, qui pour certains sont nos amis, qui pour certains sont à la guerre avec nous depuis le début, qui sont mis de côté, qui doivent ronger leurs freins et attendre que l'activité reparte. Et ça a été un moment très très compliqué. On a essayé de le faire de manière la plus humaine possible, mais voilà, je pense que c'était pas pour ce pourquoi on avait signé, mais à la fois, c'est la responsabilité d'être dirigeant, d'être fondateur, d'être capable de gérer cette situation dans des moments de crise. Et je pense qu'on l'a fait au mieux. Une fois ce plan de restructuration terminé, on lâche l'ensemble de nos locaux et on décide de reprendre un petit espace de coworking de 4 à 6 places, rue du Chemin Vert, pour que l'équipe qui est encore en place, donc c'est-à-dire les 3 fondateurs, 1 ou 2 personnes des équipes support et l'équipe tech, puissent continuer à se voir. Et c'est très compliqué de garder la cohésion après tout ce qui s'est passé. Chaque personne peut se dire ça sera moi le prochain. Peut se dire mais quand est-ce qu'on tient, mais pourquoi? Quand est-ce qu'on repart? Et là s'installe la solitude parce que on voit de moins en moins les collaborateurs et les associés. Il est de plus en plus difficile de venir au bureau parce que les perspectives sont floues. À ce moment-là, je me sens seul. Voilà, Romain et Théo viennent de moins en moins au bureau. Et donc j'essaye de garder le lien avec l'équipe. J'essaye de me créer une autodiscipline pour rester focus sur le projet. Mais je sens qu'il ne faut pas que cette situation dure trop longtemps au risque de perdre tout le monde. Fin de l'été 2021, on fait une soirée avec Romain et Théo sur les quais du canal Saint-Martin. Et là, ils nous annoncent qu'ils quittent l'aventure. Quand Romain nous dit ça, je m'effondre, je pense que c'est une blague, c'est l'incompréhension. Pour moi, à ce moment-là, Smart Renting, c'est toute ma vie. C'est mon centre névralgique. Pour Théo aussi. On a tenu si longtemps, on a traversé tant d'épreuves que je ne comprends pas cette décision. Je ne comprends pas les sous-jacents, je ne comprends pas les objectifs. J'ai l'impression que voilà, on s'est choisi à la vie, à la mort. Et donc pour moi, c'est une décision très très compliquée à accepter. Je le vis comme une séparation de couple non choisie, comme une trahison. Voilà,
Romain, c'était ma plus grande relation. Ça faisait plus de 6 ans qu'on était associés. Et donc, du coup, c'est pour moi un événement des plus marquants de l'aventure de Smart Renting. J'ai mis des semaines et des semaines à accepter que s'il le faisait, c'était pour les bonnes raisons, que s'il le faisait, c'est qu'il avait plus l'énergie de relancer l'entreprise. S'il a pris cette décision, parce que lui, il a besoin d'être il a besoin de plus de contact humain que Théo et moi, et je pense qu'il a mal vécu cette année où on s'est séparés de l'ensemble des collaborateurs. Mais ça, j'ai pris du temps à le comprendre et à l'accepter. Et donc, du coup, il décide, comme un pied de nez au projet de Smart Renting, de partir faire le tour du monde avec sa copine. Et finalement, c'est une merveilleuse manière de finir cette aventure que de se dire que lui aussi, il prône la mobilité et qu'il part voyager sans date de retour. Mais cette nuit-là, ça a été une nuit très très compliquée pour moi parce que c'était une aventure collective, à 3 avant tout. Et du jour au lendemain, on se retrouve à 2. Et on avait l'habitude de notre trio, de nos forces et nos faiblesses. Et j'ai peur. J'ai peur de comment ça va se passer avec Théo. Voilà, on passe d'un triptyque à un duo. C'est pas du tout la même dynamique. Et donc dans ce cas-là, je me dis que Smart Renting est de toute façon ma priorité et qu'on fera avec. Et on a fait avec. Mais ce fut un moment super dur et super compliqué à accepter. Dans les mois qui viennent, on apprend à être que deux, à vivre à deux, à vivre avec cette nouvelle dynamique. On relance l'activité en mars 2022. On fait des super chiffres la première année. En 2022, on fait 2,5 millions de GMV en 8 mois, soit ce qu'on avait mis 2 ans à réaliser lors du lancement de Smart Renting. On réussit à convaincre nos investisseurs de nous accompagner sur un bridge d'environ 1 million d'euros, avec l'objectif de faire 6 à 7 millions de GMV l'année d'après. Mi-2023, on se rend compte qu'on ne sera pas dans les objectifs. On se rend compte qu'on n'arrive pas à délivrer la croissance espérée. On se rend compte que le rebond de l'année 2022, qui a été exceptionnel, finalement se tarit en 2023 et qu'on n'y arrivera pas. Donc on prévient très très rapidement nos fonds en juin qu'on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Et on prévient rapidement les banques qui nous ont accompagnés lors du Covid avec l'octroi d'un PGE qu'on ne sera pas en capacité de rembourser le PGE comme prévu et qu'il faut décaler les échéances de remboursement. On décide, avec nos fonds et Théo, de lancer notre tour de table lors de l'été 2023 pour réenchaîner et avoir les fonds suffisants pour nos ambitions, c'est-à-dire réussir nos JO et replacer Smart Renting comme étant la première conciergerie de France. Et ça se passe plutôt bien. Franchement, les premiers échanges sont super, il y a une super dynamique, surtout qu'on est porté par une super nouvelle. On vient de signer avec la production de Qui veut être mon associé pour un passage en janvier et pour un enregistrement fin septembre. Donc là, c'est l'euphorie, de nouveau. On se dit que quoi de mieux qu'un passage signé sur M6 fin janvier pour réussir nos objectifs pour les JO et pour réaliser une levée de fonds. On finit l'été avec cette super nouvelle en allant voir les fonds en septembre. Et la dynamique est merveilleuse. Tous les fonds nous disent « c'est une super nouvelle, combien vous voulez ça intéresse tout le monde, les gens sont... » Voilà, il y a une excitation palpable par rapport à cette nouvelle. Surtout qu'on est déjà à la 4e saison. Donc les fonds se rendent compte de l'impact de cette émission, des retombées, ne serait-ce que d'un point de vue commercial, même si sur le plateau, on n'est pas amené à lever un gros montant ou même pas à lever. C'est même pas ça l'importance. L'importance, c'est l'impact de cette émission sur l'écosystème, sur la population et surtout sur une marque B2C comme la nôtre qui aurait pu avoir un impact énorme sur la perspective de rentrer des appartements pour les JO. Mais ça va pas se passer comme ça. On est fin septembre avec Théo dans une brasserie à côté des bureaux. Je me souviens qu'il fait l'angle de bourse. Et il reçoit un appel.
Et là, c'est la chef de la société de production de Qui veut être mon associé qui annonce à Théo qu'on est sorti du casting suite à une discussion qu'ils ont eue avec les membres du jury pour recadrer les valorisations de cette saison. Suite à eux aussi, les membres du jury ont eu des difficultés financières, etc. pendant le Covid, et donc ils ont resizé le montant que chacun pouvait apporter lors de l'émission, et donc de facto les valorisations associées au montant que le jury pouvait financer sur cette saison. Et il nous annonce que toutes les valorisations supérieures à 5 millions sont éjectées du tournage. Nous, à ce moment-là, notre valorisation est entre 10 et 15 millions. Et donc, du coup, il est impossible pour nous de revenir sur une valorisation à 5. Et donc, il nous annonce que c'est définitif et qu'on ne tournera pas la semaine d'après. Parce que notre date de tournage était prévue, notre scénographie de mise en scène était prévue, notre pitch de Qui veut être mon associé était écrit. Pour la petite anecdote, du coup, il est resté sur un dossier sur mon drive, il n'a jamais été publié, mais le pitch de l'émission avait été écrit et validé. Et on se rend compte qu'on met tout ça à la poubelle et qu'on doit repartir de zéro. Les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules, comme on dit, et suite à une réunion avec la BPI et les banques qui nous ont accompagnés lors de la crise Covid avec l'octroi d'un PGE, nous annoncent qu'ils ont déjà fait l'effort de nous accompagner une première fois en gelant le remboursement des échéances de cette dette pendant 2 ans, et qu'ils ne le feront pas une fois supplémentaire tant qu'on n'arrive pas à lever. Au-delà de ça, ils nous disent même qu'il faudra lever au moins 2 fois plus que le montant du PGE pour qu'ils nous accordent 1 an de gel supplémentaire. On avait eu un octroi d'un PGE de 2 millions, donc ça fait une levée de fonds de 4 millions d'euros, dont la moitié doit aller au remboursement de la dette du PGE. Ce qui n'est pas du tout sexy à vendre un fonds d'investissement qui, lui, investit dans la croissance et non pour le remboursement de la dette. Avec cette double mauvaise nouvelle, on va voir nos investisseurs historiques, des nouveaux investisseurs, et là on se rend compte que la dynamique du tour a totalement changé. On passe d'une boîte hyper sexy qui va passer en prime time sur M6 en janvier à une boîte qui vient de se faire refuser le tournage et qui, en plus de ça, a le mur de la dette Covid qui s'annonce dans quelques mois avec 2 millions à rembourser. Et donc là, la dynamique est totalement inversée. Et on se rend compte que les sourires ne sont plus présents, que les questions fusent, qu'on ait pu rappeler après les rendez-vous avec les VC, et que ce tour va être extrêmement compliqué. Les mois passent, nos fonds historiques décident de nous mettre le pied à l'étrier en mettant un premier montant pour accélérer la levée de fonds. On arrive à signer 2 term sheets avec des plateformes de crowdfunding. Et malheureusement, en décembre, la campagne de crowdfunding ne se passe pas comme prévu. On n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et donc, on annule cette première campagne. On décide de ne pas faire la deuxième pour ne pas cumuler de la dette à la dette, ce qui viendrait à mettre plus qu'en difficulté l'entreprise. Et à ce moment-là, après un board exceptionnel, on prend la décision d'aller au tribunal et de mettre la boîte en redressement judiciaire. Et donc on se rend compte que nos 2 term sheets n'iront pas au bout. Et là, on est au bord du précipice. On est au bord du précipice parce qu'on n'a plus de solution. On a le mur de la dette dans 4 mois, on n'a pas réussi à le relever de nouveaux fonds et on n'a plus de term sheet devant nous. La BPI ne veut pas prolonger le prêt. Et il faut quand même diriger l'entreprise. Il faut quand même trouver des solutions. On est les fondateurs, les actionnaires attendent de nous qu'on prenne des décisions, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les bons moments. Et là, malgré que toutes nos solutions s'envolent, on doit prendre des décisions. Avec Théo, pendant Noël, on décide de se faire accompagner par un avocat en entreprise en difficulté pour regarder toutes les palettes de nos possibilités. Déjà, les solutions qui nous permettent de sauver l'entreprise, et s'il n'y en a pas, les solutions pour gérer au mieux cette situation. Et donc, au vu des difficultés de l'entreprise, du fait qu'on n'a pas de nouvelles term sheets, et du fait que nos investisseurs historiques ne sont pas prêts à remettre au pot le montant demandé par les banques, on prend la décision de convoquer un board exceptionnel début janvier
Et lors de ce board, on évoque nos difficultés et on leur dit, nous pensons que la meilleure décision à prendre, c'est de placer l'entreprise en redressement judiciaire. Une décision très compliquée pour nous parce que c'était presque un arrêt de mort. On sait qu'il y a très peu d'entreprises qui réussissent à sortir d'un redressement judiciaire à la tête haute. Mais au vu des difficultés de l'entreprise, c'était la décision à prendre. Voilà, on a une responsabilité en tant que mandataire social, on a une responsabilité en tant que fondateur, en tant qu'associé. Et donc même si c'est une décision qui peut-être sonnait le glas de l'entreprise, c'était celle qu'il fallait prendre en âme et conscience et en responsabilité. Avec Théo, on prépare l'annonce aux équipes, aux collaborateurs, longuement. On essaye de peser tous les mots. On a toujours été dans une logique de transparence totale, que ce soit les chiffres, la croissance, la décroissance, les difficultés, etc. Donc on dit tout. On dit que c'est une nouveauté pour nous, qu'on est dans le flou, qu'on a comme objectif de sauver l'entreprise, soit en trouvant de nouveau de la dette, soit en négociant avec nos banques actuelles, soit en ayant l'espérance qu'un fonds de restructuration s'intéresse au projet, ou alors en trouvant un repreneur qui aurait envie de continuer l'entreprise, que ce soit avec nous ou sans nous, avec tous les collaborateurs ou avec la moitié des collaborateurs, en tout cas avec la ferme intention de faire continuer l'activité. On ouvre le redressement judiciaire avec l'objectif que l'entreprise continue et pas du tout que ça soit une fin lente et douloureuse. Les semaines passant, la situation devient de plus en plus tendue. Et peut-être naïvement, à cette époque, on m'indique que le redressement judiciaire, c'est être placé sous la protection du tribunal de commerce, c'est geler les avoirs et les dettes, c'est un moment où on peut restructurer et voir l'avenir de la meilleure des manières. Mais moi, je vis cette situation comme un mouroir, comme une fin lente vers la mort, comme un corbillard. J'ai le sentiment, à ce moment-là, que rien n'est mis en place pour sauver l'entreprise. Les décisions sont extrêmement lentes avec l'administrateur. Les fournisseurs sont au courant que l'entreprise est en redressement et donc on perd nos lignes de crédit à 60 jours, on doit payer rubis sur l'ongle. Nos auto-entrepreneurs qui nous faisaient confiance arrêtent de travailler pour nous. On nous confie plus d'appartements, mais en fait, cette période de redressement qui est publique accélère les difficultés et met Smart Renting dans une situation encore plus compliquée que celle qui était avant, la sienne. D'autant plus que toutes les semaines, nos collaborateurs nous demandent si on a des pistes pour un repreneur, si on a réussi à convaincre nos investisseurs. Et toutes les semaines, on annonce deux mauvaises nouvelles, et donc on sent le climat se tendre, et on se rend compte à ce moment-là que la doctrine qui était la nôtre, d'essayer d'être le plus transparent possible, de communiquer le maximum d'informations possible pour rassurer tout le monde, en fait, ne fait que accentuer l'angoisse de toutes les parties prenantes, qu'on ne trouve plus les mots, qu'on ne trouve plus les solutions pour faire en sorte que le navire continue à ne pas prendre l'eau. Et c'est extrêmement difficile de se rendre compte qu'on perd pied et que, pour la première fois, on n'a plus les solutions face aux situations qui sont face à nous. Avec Théo, on a à cœur de laisser l'entreprise vivre après nous. On n'a pas d'ego à ce moment-là. On se dit, même si l'entreprise est reprise avec la moitié des collaborateurs et qu'elle continue et que nous, on n'est pas associés au projet, à ce moment-là, on se dit que ça sera une réussite. Et c'est horrible de dire ça parce que 6 mois avant, on voulait lever des fonds pour conquérir l'Europe, aller plus loin. Mais à ce moment-là, dans la situation qui est la nôtre, un de nos objectifs, c'est de réussir à faire en sorte que l'activité continue, même si nous, on ne fait pas partie du projet. Et donc, on se rend compte à ce moment-là à quel point on peut changer nos priorités et nos enjeux face à une situation donnée. Et donc, je contacte une 50aine de personnes sur LinkedIn, d'entreprises qui pourraient être intéressées par le projet, de fonds, de restructuring, etc. Même le tribunal est impressionné parce qu'il y a plus d'une 60aine de personnes dans la data room. Il y a énormément de questions, etc. Et on se dit, c'est bon, on va réussir à trouver une entreprise qui est intéressée par le projet. Et malheureusement, 8 semaines plus tard, au moment où le tribunal ouvre les plis,
et ben, l'enveloppe, elle est vide. Il n'y a pas une entreprise qui s'est positionnée pour reprendre l'activité de Smart Renting. À ce moment-là, le tribunal nous annonce qu'il n'y a personne pour reprendre l'entreprise. Et c'est un déchirement pour tout le monde. C'est un déchirement pour les collaborateurs, c'est un déchirement pour les fournisseurs, pour les clients, pour les associés, pour les actionnaires. Et nous aussi, c'est horrible de penser ça d'un point de vue nombriliste, mais par ego, on se rend compte que personne ne veut reprendre notre projet. Notre projet qui nous est si cher, où on a donné 8 ans de notre vie, où on a l'impression que c'est la prunelle de nos yeux, qu'on révolutionne une verticale de marché. Personne n'en veut. Et là, c'est horrible pour nous. On ne comprend pas. C'est notre entreprise chérie. On a tant donné pour ce projet. Et aucune entreprise ne s'est positionnée pour reprendre Smart Renting. Nos 2 semaines qui sont face à nous sont uniquement là pour qu'on ferme de la meilleure des manières le projet, qu'on clôture nos locaux, qu'on rende nos appartements, qu'on fasse les dernières maintenances, qu'on ferme nos logiciels, voilà, qu'on ferme l'histoire, qu'on ferme la boîte proprement. Et donc du coup, bah, ça déroule parce que on est bien processé, parce que enfin, on a une perspective qui est claire. Mais quelle perspective? La perspective que tous les collaborateurs vont être licenciés, que personne ne va reprendre le projet et que l'histoire se termine dans 2 semaines. Donc à ce moment-là, la réalité devient palpable et l'aventure va se terminer. Il n'y a plus d'autre solution. J'ai toujours entrepris de gagner des batailles impossibles, mais celle-ci, c'était plus possible. Voilà. Pour la première fois, j'ai pas réussi à remporter une bataille qui était difficile à mener. Et il n'y avait plus de solution pour la gagner. Et donc, la manière de faire était de faire les choses de la meilleure des manières pour la fermer, par responsabilité, par envie de bien faire et par respect pour ces 9 ans d'entrepreneuriat. Il fallait terminer la tête haute. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc 3 semaines plus tard, le 15 mars, nous sommes tous convoqués chez le mandataire social et il prononce le licenciement de l'ensemble des collaborateurs. C'est donc la fin de l'aventure. La page se tourne. L'ensemble des collaborateurs ont 2 semaines pour prendre leur décision. Est-ce qu'ils décident de partir en licenciement économique ou en chômage classique? Enfin bref, que de la paperasse. Mais la réalité, c'est que l'aventure est définitivement terminée. Dans l'ombre vient la lumière. Et à ce moment-là, je reçois un appel d'un de mes board members qui me dit quelque chose qui fait comme un ego boost chez moi, qui me permet de rebondir et d'avancer. Il me dit, tu sais Thibaut, on a des magnifiques entreprises en portefeuille, qui ont des business models qui cartonnent, qui font des millions de résultats. Vous aviez un business model qui était saisonnier, qui a rencontré la crise du Covid, des gilets jaunes, qui nécessitait énormément de fonds. Mais par contre, vous aviez une des meilleures équipes dirigeantes de notre portefeuille. Et ça, l'oublie pas. Et quand on reçoit ce type d'appel, quand on est au fond du trou, et ben ça fait du bien. Et il était pas obligé de le faire. Je sais pas s'il l'a fait pour nous faire plaisir. Mais en tout cas, ça m'a fait un bien fou. Et c'est à partir de là qu'on commence à se reconstruire, à marcher et à se relever. Pour tout le monde, c'est terminé, mais pas pour moi. J'ai la casquette de président, de mandataire social, et à ce moment-là, je dois m'occuper de la paperasse, de la liquidation. Et donc, je suis en contact permanent avec le mandataire social pour m'occuper de la vente des actifs de l'entreprise à la découpe, que personne n'a voulu reprendre l'activité dans son ensemble. Et à ce moment-là, je dois rencontrer des entreprises, des fonds de restructuring, comme finalement la première phase de redressement, pour vendre les actifs de l'entreprise, que ce soit le site internet, la base client, le logiciel interne, etc. Et cette phase se passe assez rapidement, assez courte. C'est une phase qui ne s'est pas éternisée dans le temps.
En 2 semaines, on reçoit les premières offres et on est convoqué au tribunal pour les ouvrir de nouveau sous pli caché. Et là, comme pour le redressement, à ma stupeur, on reçoit que 2 offres. 2 offres. Alors que on proposait l'ensemble des actifs sans la dette. 3 semaines avant, j'avais l'impression que le problème c'était la dette. Et là, même sans la dette, je me rends compte qu'il y a peu d'entreprises qui s'intéressent au modèle et aux actifs de smart renting. Voilà, c'est un double couteau dans le cœur, encore une fois, par ego, par reconnaissance du travail accompli depuis toutes ces années. Et à ce moment-là, le montant est risible, dérisoire. Honnêtement, je ne sais même pas si je vais en parler. Et à ce moment-là, je dis au président du tribunal de commerce, c'est pas possible, il doit y avoir un quiproquo. On a mal communiqué sur le fait de vendre les actifs de l'entreprise. Ça vaut beaucoup plus. Il faut pouvoir essayer d'éponger les dettes un maximum, toujours dans mon envie de bien faire jusqu'au bout. Est-ce que Monsieur le Président peut refaire un deuxième tour? Pendant 2 semaines, je mettrai toutes mes forces dans la bataille pour contacter des gens sur LinkedIn, pour faire des posts, pour amener plus de gens, mais s'il vous plaît, ne laissez pas les actifs de Smart Renting partir pour ce montant-là. De toute façon, vu le montant de la dette globale, ce montant-là ne changera rien à l'histoire, donc laissez-moi une chance de trouver d'autres acteurs qui pourraient proposer plus. Donc le président du tribunal de commerce dit exceptionnellement ok, faites, on se revoit dans 2 semaines. Et là, branle-bas combat, même chose. Je recontacte toutes les personnes sur la data room de la première fois, j'envoie des messages sur LinkedIn, voilà, je leur dis bah voilà, on a un site internet, on a un logiciel où on a mis plus de 2 millions de masse salariale pour le faire, on a une super base client, franchement, ça peut intéresser du monde, allez-y. Moi, dans ma volonté d'essayer d'avoir le montant montant maximum pour éponger les dettes, par rapport aussi à ma responsabilité de mandataire social et pour l'envie de bien faire. Et 2 semaines plus tard, malgré que j'ai eu une vingtaine de discussions avec des personnes, des nouvelles personnes intéressées par le projet, patatras, même chose, 2 offres, une de plus, mais qui ne changera pas la donne, et un montant toujours aussi dérisoire. Et là, c'est le coup de massue pour moi. Je me dis, mais encore une fois, une bataille perdue. Je les enchaîne, c'est pas possible. Normalement, j'arrive à soulever des montagnes, à réussir des missions impossibles. Et là, encore une fois, quoi, personne s'intéresse aux actifs. Je comprends pas, c'est extrêmement compliqué pour moi. Et je suis devant le président du tribunal de commerce, la larme à l'œil, et je lui dis, je lui fais part de mon incompréhension. Le mandataire me rassure en disant qu'il avait vu toute l'énergie que j'avais mis dans la bataille et que la plupart du temps, les mandataires sociaux, ils étaient pas là au tribunal, et ils étaient en vie depuis longtemps et qui portaient pas le projet jusqu'au bout et que je pouvais être fier de moi, mais c'est pas ces mots-là qui m'ont rassuré. Et dans une énième bataille, la dernière, je demande au président du tribunal de commerce de ne pas vendre la marque qui était intégrée à l'offre globale, une offre inférieure à 50 000 €, enfin une offre vraiment dérisoire. Et je lui dis, s'il vous plaît, monsieur le président, pouvez-vous ne pas vendre la marque Smart Renting, la laisser mourir avec son histoire, la laisser mourir avec ses fondateurs et qu'elle ne soit pas reprise, vu le montant qui est proposé, pour que celle-ci reste gravée dans notre expérience, que ce soit la nôtre, et que l'entreprise qui reprenne les actifs récupère le logiciel interne, le site, mais qui y adosse sa marque. Et il a dit oui. J'avais vraiment cette volonté qu'une tierce personne ne les gratine pas. Voilà, c'est nous qui avons constitué cette marque. Elle portait une histoire. Je voulais pas que n'importe qui puisse continuer cette histoire sans que ça soit nous. Et ça sera au moins une victoire. La nôtre, la dernière. Et là, c'est l'océan des possibles. Du jour au lendemain, il n'y a plus de routine. Il n'y a plus de collaborateurs. C'était un ouf de soulagement. J'avais le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire. Je me suis battu jusqu'à la fin. Toute cette période de difficulté, j'avais un leitmotiv, c'était de pouvoir me regarder dans le miroir à la fin de cette aventure et de me dire que j'avais tout tenté pour sauver l'entreprise, les collaborateurs, les parties prenantes, les associés, les actionnaires, bref,
tout le monde. Et quand le livre s'est refermé, j'avais peut-être égoïstement le sentiment d'avoir fait mon devoir jusqu'au bout. Et mes épaules étaient plus légères. J'avais plus la responsabilité de tout le monde sur mes épaules. Je pouvais penser à moi, à ma reconstruction, mon avenir, mes envies. Et ça m'a fait un bien fou de me reconcentrer et de me recentrer sur moi-même. Chose que je n'avais pas fait depuis 8 ans. Où tu as la responsabilité de tout le monde, que tu le veuilles ou non. C'est le rôle et j'en étais fier. Mais à ce moment-là, les épaules sont plus légères et on peut penser à soi, ce qu'on veut faire demain. Et très vite, j'ai décidé de prendre des cafés, des déj avec mes amis entrepreneurs, mes amis de mon réseau pour leur expliquer par les étapes par lesquelles j'étais passé, avoir leur avis, ceux qui ont déjà liquidé leur entreprise, ceux qui ont rebondi dans un deuxième projet, parce que j'avais besoin d'avoir des échos de gens qui étaient passés par là. J'ai toujours été accompagné dans l'aventure de Smart Renting, que ce soit par des incubateurs, des mentors, des associations. Et c'était important pour moi de faire ce travail-là, de rencontre et d'écoute. Je suis même allé plus loin. J'ai intégré l'association 60 000 rebonds, qui aide les entrepreneurs qui ont liquidé à rebondir. Une magnifique association où les gens parlent librement de leurs problèmes, de leur situation parfois catastrophique. Et ça fait du bien de pouvoir parler librement de ces difficultés. Souvent dans le milieu entrepreneurial, surtout dans les associations de croissance, on met souvent la cape de super-héros, voilà, on fait 10 millions de croissance, on a levé tant, on fait tant de chiffre d'affaires, le monde, des bisounours, etc. Et là, c'était un moment et un lieu d'échange où on pouvait parler, où on peut parler librement, où les langues se délient et où la vérité, parfois brute, mais sincère, éclate. Au final, aujourd'hui, je me sens bien. Ça fait 6 mois que Smart Renting a clôturé. J'aurais signé pour être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Il y a 6 mois, ouais, je l'ai dit précédemment, j'ai le sentiment du devoir accompli. Je suis bien entouré. J'ai pris le temps de me ressourcer. Aujourd'hui, j'ai l'énergie et l'envie d'y retourner. Et donc, je ne vois pas du tout Smart Renting comme un échec. Ça a été 8 ans qui m'ont construit. Je suis pas la même personne aujourd'hui qu'hier. La liberté qu'offre l'entrepreneuriat de pouvoir faire toutes les erreurs possibles, de se relever et d'y retourner est incroyable. J'ai plus appris en 8 ans que certains ont une vie. Et je veux revivre ça. Et je pense que je veux que ma vie entière soit faite d'aventures. Je ne vois pas le travail comme une fin en soi. J'adore travailler et je veux continuer à avoir le sentiment d'adorer travailler. C'est un tiers de sa vie et je ne vois pas venir au bureau à reculons. Et cette chance qu'offre l'entrepreneuriat, je pense, je parle pour moi, mais je pense parler aussi pour les autres, offre ce sentiment de joie, de passion, d'envie. Et je pense que je veux vivre ma vie de cette manière-là. Et c'est pour ça que je continue dans cette voie-là. Ça m'a offert tellement que je ne me vois pas vivre d'autres sentiments que ceux que je décris. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté. Et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude. Quand on plante, on repousse. Planté.